c'est l'instant environnement comme chaque semaine dans Planète Locale. Ravi de vous retrouver. Après vous avoir fait découvrir les tourbières le mois dernier, eh bien nous poursuivons notre petit tour des milieux naturels dans le Nord et le Pas-de-Calais avec cette fois les pelouses calcaires. Et on est ravi de recevoir Vianney Fouquet, guide nature au Conservatoire botanique de Bailleul, botanique national de Bailleul, je le précise. Ça va Vianney ? Ça va, merci. Désormais notre fil rouge, on peut l'appeler ainsi, une fois par mois, ici en plateau. Plaisir. Donc on est ravi de vous accueillir avec aussi notre partenaire Terre et Territoire, et c'est avec Hélène Graffeuil. Ça va Hélène ? Ça va. Et quelques chiffres pour commencer. Autour donc de ces pelouses calcaires, on en dénombre 10 000 hectares environ à l'échelle donc des Hauts-de-France, 8% sur le territoire du parc des Caps et Marais d'Opale, 50% des espèces d'orchidées de la région y poussent. Vous allez nous en dire un petit peu plus d'ailleurs là-dessus. Mais déjà, c'est quoi une pelouse calcaire, Vianney ? Eh bien, une pelouse calcaire, c'est comme son nom l'indique, un milieu naturel où la végétation est plutôt rase et où cette végétation peut exprimer tout son potentiel parce que le calcaire, et généralement c'est de la craie, roche meuble, friable en tout cas, est affleurante. Voilà. D'accord, donc on les trouve où ? On les trouve un petit peu partout dans les Hauts-de-France, pas tant dans le bas pays qui va de Dunkerque à Valenciennes, mais dès qu'on prend les collines de l'Artois, jusqu'aux limites de Paris finalement, on a ces pelouses calcaires qui sont assez éparpillées. Vous disiez qu'on a 10 000 hectares effectivement, et c'est l'équivalent en surface des massifs dunaires, sauf que les massifs dunaires sont très concentrés sur le littoral, et ces pelouses calcaires sont des confettis de pelouses qu'on trouve à droite à gauche. D'accord. Et alors, en termes de paysage, ça ressemble à quoi ? Comment on les reconnaît ? Ce qui est sympa avec une pelouse calcaire, c'est qu'on a une ambiance assez méditerranéenne qui s'en dégage. La craie est une roche perméable, donc l'eau ne stagne pas. Cette craie va se réchauffer relativement rapidement. Et puis, sur les pelouses calcaires, on va retrouver des plantes aromatiques comme le thym, comme l'origan. C'est parfois un peu poussiéreux parce que cette craie est poussiéreuse. Donc à l'œil nu, si nous on se balade, nous qui sommes novices, on peut les identifier ou... C'est pas si évident que ça. C'est difficile d'après ce que je comprends. Il faut repérer des petites taches de blanc assez pures, parce que parfois sur ces pelouses calcaires, la craie est apparente et non recouverte de végétation. Donc là, on peut les apercevoir, mais c'est loin d'être évident. Alors pourquoi faut-il les préserver du coup, ces pelouses calcaires, à l'image des tourbières? Vous étiez venu le mois dernier pour nous en parler. Parce qu'elles font partie du patrimoine naturel, régional. Et le mot patrimoine n'est pas vain. L'idée de parler de patrimoine naturel, c'est reconnaître à cette nature une valeur intrinsèque, à l'instar du beffroi de Bergue, de la cathédrale d'Amiens. Voilà. Et comment on fait alors pour les préserver? Pour les préserver, c'est le cas, vous, à Bailleul, du coup, au conservatoire, où vous formez aussi les guides ou pas? Oui, précisément. Alors, on n'est pas gestionnaire, mais on va conseiller les gestionnaires pour la préservation de ces milieux-là. L'une des principales menaces qui atteint en ce moment les pelouses calcaires, c'est ce qu'on appelle le refermement du milieu, l'installation des arbres, des arbustes, parce que il n'y a pas si longtemps que ça, sur ces pelouses calcicoles, on avait du pâturage, sauf qu'aujourd'hui c'est devenu un petit peu désuet, donc les arbres en profitent pour s'installer et les gestionnaires sont contraints de mimer l'action des bêtes qui pâturaient autrefois pour réouvrir le milieu et permettre à la pelouse calcaire de prendre le soleil. D'accord. Et est-ce que c'est des endroits où on peut se promener ou c'est des endroits qui sont protégés, où on ne peut pas aller? Oui et non, il y a des pelouses calcaires qui sont accessibles au public, sur des espaces naturels sensibles gérés par le département du Nord notamment. Il y a d'autres pelouses qui ont un statut de protection plus fort, où là on est sur des réserves naturelles régionales, réserves naturelles nationales parfois, et où certaines zones sont sanctuarisées, ou en tout cas où le public est canalisé. Au niveau des espèces végétales, alors on retrouve ce que je disais en introduction, les orchidées, c'est ça? Ce sont souvent les espèces qu'on met en avant et qui sont valorisées sur les pelouses calcaires. Ce ne sont pas les seules. Dans les Hauts-de-France, on a une bonne quarantaine d'espèces d'orchidées sauvages. Ah oui. Eh bien, plus de la moitié d'entre elles fréquentent essentiellement les coteaux calcaires. Donc c'est souvent un enjeu sur ces milieux-là. Elle a une réputation d'être une plante fragile ou pas, l'orchidée? Ouais. Alors on dit souvent ça des orchidées qu'on trouve chez les fleuristes, et sont des orchidées tropicales souvent. Mais malgré tout, les orchidées sauvages sont effectivement assez fragiles, vous avez raison, dans la mesure où la graine, pour besoin de germer, la graine n'a pas de réserve. Donc elle a besoin de nouer un partenariat avec un champignon dans le sol pour pouvoir germer. D'accord. C'est une association symbiotique qu'on appelle une mycorhize, techniquement.
Et en termes de faune, est-ce qu'elle renferme des... Une pelouse calcaire, c'est une terre sainte pour tous les animaux à sang froid. Les insectes, les papillons de jour, la vipère péliade aussi, ils trouvent refuge, les lézards. Donc sont des milieux où la biodiversité est d'une richesse assez exceptionnelle et dont on doit être fier dans la région. Alors, on parlait de préservation, de comment les protéger. Certains utilisent des moutons, c'est vrai ça? Oui, c'est vrai, notamment des moutons de race boulonnaise, et notamment les gestionnaires d'espaces naturels qui reproduisent, sans forcément de vocation économique, mais qui reproduisent l'action du pâturage ou qui crée une convention avec un éleveur du coin qui vient mettre ses bêtes à paître pour réouvrir le milieu et permettre au soleil de... Et avec toute cette humidité là depuis quasiment 1 an maintenant, partout dans la région, ça a une influence aussi sur ces pelouses calcaires ou pas forcément? Non, enfin pas sur le long terme en tout cas. Encore une fois, l'eau qui tombe en ce moment, c'est une eau bénite qui va recharger les nappes phréatiques. Il faut revoir un petit peu notre façon de voir les choses. Sur les pelouses calcaires, à court terme, il n'y a pas de, ni à long terme, il n'y a pas d'incidence pour le coup. Merci beaucoup Vianney. Avant de se quitter, cette petite question qui est devenue une habitude désormais dans Planète Locale. Quel est, vous, votre bon geste au quotidien ou pas forcément? Quand on est guide nature, est-ce qu'on est un exemple ou pas? Mais j'en parlais aujourd'hui en formation justement. Peut-être que le premier des bons gestes à avoir, c'est de prendre le temps d'observer ce qui nous entoure, parce que la beauté se cache justement précisément dans le temps qu'on consacre à observer la nature. Ouais. Merci pour ces beaux mots. Merci beaucoup. On continue avec l'actualité de Terre et Territoire. Hélène, ce soir, vous nous parlez de champignons, tiens donc. Oui, c'est ça, parce que c'est la saison idéale pour la cueillette. Donc on a interviewé le mycologue Guillaume E. Lopez qui vient de sortir un livre qui s'appelle « Le génie méconnu et discret des champignons ». Alors il nous a expliqué sa passion pour les champignons, mais aussi comment ils façonnent la vie sur Terre, parce que pour Guillaume Lopez, sans les champignons, nous ne serions pas là. Parce qu'il y en a partout et ils ont des pouvoirs extraordinaires avec un champ des possibles énorme, puisqu'on estime qu'il y a 6 millions d'espèces de champignons mais que l'homme n'en connaît que 200 000 et ça pourrait nous apporter des solutions dans des domaines multiples comme l'agriculture, la technologie, la médecine, voilà. Vous en cueillez, vous, Vianney, des champignons ou pas? J'y connais pas grand chose en champignons, mais au conservatoire on accueille la Société mycologique du nord de la France depuis peu. Ah d'accord. Donc ça risque de s'améliorer. Ah oui. Donc on a de la chance alors. Tout à fait. Et donc c'est un bouquin qu'on peut retrouver bien sûr un peu librairie. Partout. Et puis c'est important de bien se renseigner, je crois, aussi avant la cueillette, avant de les manger, avant de les cuisiner. Merci beaucoup à tous les deux. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Planète Locale. Et demain, justement, on parle pas de champignons, on parle de bonne bouffe dans votre magazine culinaire. Comme chaque jeudi, on a le plaisir de parler du Lille Street Food Festival avec l'un des participants, les Fichetons.